Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique, Amadou Ndiaye. Voici les titres. Tragique accident ce matin au croisement Ndiassane sur la route de Tivavone. Bilan 3 morts et 3 blessés graves. 2 véhicules particuliers sont entrés en collision. Après plusieurs meurtres ces dernières semaines, le président Macky Sall rappelle l'impératif de procéder à l'adoption de la loi d'orientation sur la sécurité intérieure. Le Sénégal est bien outillé pour faire face au phénomène de la criminalité. C'est l'avis du colonel à la retraite Djibril Ba, l'ancien commandant en second de la gendarmerie recommande une mutualisation des forces police-gendarmerie, vous l'entendrez. Ouverture officielle de la 25e foire internationale de Dakar cet après-midi au CICES. Une quarantaine de pays participent à la FIDAK 2016. La formulation des politiques agricoles, leur mise en cohérence et leur évaluation relèvent de la direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles, la DAPSA. Le rôle de cette direction sera explicité par le docteur Ibrahima Mendy, directeur de la prévision et des statistiques agricoles. Il est l'invité de ce 13h. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Aaron Adiouf. Bienvenue. 3 personnes ont péri et 3 autres blessées dans un accident, une collision entre 2 véhicules particuliers. L'accident est survenu au croisement Ndiassane sur la route de Tivavone ce matin. Le récit de Cherfal. Ce matin, à 7h15, la route a encore fait des victimes, justement au croisement Ndiassane. L'accident a fait 3 morts sur le coup et 3 blessés. Hélas, c'est le triste bilan de cet accident survenu au croisement de Ndiassane, la capitale de la Khadria. Il s'agit d'une collision entre un véhicule Mercedes noir 190 DK 3904T en provenance de Kébémer et une autre voiture Touareg 4x4 DK 9727AF qui roulait à sens inverse. Les causes de ce drame, la Mercedes arrivée à hauteur du pont Ndiassane tentait d'effectuer un dépassement prématuré au moment où la 4x4 roulait à vive allure. À partir de ce moment, aucune solution pour éviter le choc frontal. Selon les éléments de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers qui ont procédé au constat de routine et rétablir la circulation, cet accident est caractérisé par un non-respect notoire du code de la route car même les débutants ne s'aventureraient pas à effectuer un dépassement sur un virage et à hauteur d'un pont. Les corps sans vie, tout comme les blessés, ont été acheminés à la morgue et aux urgences de l'hôpital El Hadji Dabakh Malick Sy de Tivaouane. Ici, au croisement Ndiassane, Cherfal, Radio Sénégal. Cherfal sur cet accident ce matin au croisement Ndiassane sur la route de Tivavone. Bilan 3 morts et 3 blessés graves. En Conseil des ministres hier, le chef de l'État a rappelé au ministre de l'Intérieur l'impératif de procéder à l'adoption du projet de loi d'orientation sur la sécurité intérieure. L'adoption de la LOSI est évoquée après des meurtres commis dans différentes localités ces dernières semaines. Le président Macky Sall a également rappelé au gouvernement la nécessité de renforcer la sécurité des populations, la nécessité de prendre des dispositions préventives et coercitives, notamment par la police et la gendarmerie. Le colonel à la retraite Djibril Ba, ancien commandant en second de la gendarmerie, pense que le Sénégal est bien outillé pour faire face au phénomène de la criminalité. Selon lui, en mutualisant leurs forces, la police et la gendarmerie peuvent réduire sensiblement le phénomène. Seulement, il faut que les forces de sécurité reviennent aux fondamentaux tels que la connaissance du milieu et les patrouilles de jour comme de nuit. Le colonel Djibril Ba est joint par François-Xavier Diao. Pour les solutions, le chef de l'État a doté des forces de sécurité et de défense de moyens colossaux. Encore faut-il que ces moyens soient efficaces dans la lutte contre la criminalité violente. On a des forces, donc la gendarmerie, la police nationale, ce sont des forces spécialisées pour lutter contre cette forme de délinquance. Mais, pour revenir au chef de l'État, donner des moyens importants ne veut pas dire que ces moyens sont toujours adaptés. Moi, je demanderai à nos camarades, les camarades donc de la gendarmerie et de la police, de revenir à des pratiques traditionnelles. C'est-à-dire, il faut que nos agents connaissent le milieu. Certes, le milieu a beaucoup évolué. Nos villes aujourd'hui connaissent ce qu'on appelle, nos villes ont grandi très vite du fait de l'exode rural, du fait de beaucoup de phénomènes. Bref, nos gouvernants, les élus locaux ne connaissent plus leurs administrés. Il faut qu'ils se rapprochent de nos administrés, qu'ils les organisent avec des délégués de quartier, etc. Il faut qu'on en revienne à la police de proximité. Il faut que les moyens traditionnels, par exemple les patrouilles routières, les patrouilles dans les villes, dans les quartiers, etc., soient faites à des heures adéquates. Il faut également que des moyens spéciaux soient mis à la disposition, que les moyens spéciaux soient dégagés et engagés. Par exemple, je sais que la police peut travailler en civil. Donc, il faut que tous les moyens soient mis en œuvre pour
exactement connaître et sécuriser les populations. Le colonel Djibril Ba, ancien commandant en second de la gendarmerie sur Radio Sénégal à 13h05. Foire internationale de Dakar FIDAK 2016. C'est du 24 novembre au 9 décembre au CICES. Le journal parlé de Radio Sénégal vous propose tous les jours le journal de la FIDAK. Au menu, reportages, interviews, invités, découvertes et zoom sur les régions et les pays étrangers présents à cette foire FIDAK 2016. À suivre sur les antennes de Radio Sénégal du 24 novembre au 9 décembre. L'ouverture officielle de la 25e édition de la Foire internationale de Dakar, c'est cet après-midi. Le thème de cette édition, promouvoir le partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. Une quarantaine de pays participent à la FIDAK 2016. Le directeur général du CICES, Cheikh Ndiaye, au micro de Aïssatou Sall. La 25e FIDAK est marquée par deux éléments importants. Le premier élément est que le pays invité d'honneur est la République démocratique d'Éthiopie, qui est un pays frère avec qui le Sénégal entretient de très bonnes relations diplomatiques et politiques. Et le deuxième élément non moins important, c'est la participation exceptionnelle de la Chine sur 3200 mètres carrés, une participation jamais égalée dans l'histoire du CICES. Et le retour aussi du Maroc, qui a été un retour important aussi dans la manifestation. La FIDAK a une notoriété internationale et nationale très importante qui fait que chaque année, le taux de remplissage est bon. Alors pour le moment, nous avons presque fait le plein au niveau des pavillons et les pays classiques qui venaient chaque année se sont déjà manifestés pour participer. Donc on attend à peu près une quarantaine de pays qui vont participer à la 25e FIDAK. Alors le thème de cette année, c'est promotion du partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique. Vous savez, rien ne peut se construire en matière économique sans le partenariat public et privé. Cheikh Ndiaye, directeur général du CICES, je rappelle l'ouverture officielle de la 25e FIDAK cet après-midi. 15 entreprises allemandes à Dakar pour étudier les opportunités de partenariat avec les sociétés sénégalaises. La délégation économique allemande a rencontré ce matin une trentaine de chefs d'entreprise du pays dans le cadre d'un forum économique qui se tient au CICES. Jamila Koli. Avec 800 entreprises établies en Afrique qui emploient 200 000 personnes, l'Allemagne voit en Afrique un partenaire non négligeable. Après une visite en Côte d'Ivoire, la délégation économique allemande est au Sénégal, pays vers lequel il exporte plus de 65 milliards de francs CFA par an, avec 12 entreprises déjà établies dans le pays. Aujourd'hui, l'Allemagne veut étendre sa présence. Le chef de la délégation économique, Christophe Canan-Guissard. Je suis ici avec environ 15 entreprises allemandes et nous sommes intéressés d'approfondir les relations avec nos partenaires au Sénégal, d'établir des nouveaux contacts et de nouvelles activités et aussi de faire connaître un peu plus les atouts des entreprises allemandes présentes au Sénégal. Et les infrastructures, la construction, c'est le secteur de la santé, c'est le secteur TIC. Un forum qui permet aux entreprises des agences sénégalaises de nouer des partenariats. Fatou Yad est chef d'entreprise. C'est une société commerciale qui s'occupe de tout ce qui est vente de matériel de bureau, consommables et informatique. Nous faisons aussi de l'immobilier en même temps. Et nous sommes venus ici pour chercher une entreprise avec qui travailler, soit de les représenter ici, voir comment faire pour avoir le matériel. Beaucoup d'activités seront au menu de cette visite de 3 jours. Christophe Canan-Guissard. Entreprise sénégalaise, visite de la FIDAK. Le Sénégal est actif surtout dans le secteur agroalimentaire, pêche, mais aussi dans le secteur du phosphate. Avec des relations approfondies, il y a aussi des opportunités de faire accroître les exportations du Sénégal vers l'Allemagne. Pour l'Allemagne, les entreprises sénégalaises sont des points de contact potentiels pour les investisseurs et les exportateurs. Jamila Koli, malgré une pluviométrie jugée insuffisante, la région de Louga attend de meilleures récoltes cette année. Pour certaines spéculations, les rendements à l'hectare ont augmenté et c'est grâce à la mise en place à temps des intrants et du matériel agricole. Ousmane Bang. Pour cette campagne agricole 2016, les producteurs de la région de Louga ont emblavé une superficie de 32 810 hectares pour l'arachide et 164 218 hectares pour le niébé.
Les rendements prévisionnels sont satisfaisants et dépassent ceux de la campagne précédente. 770 kg à l'hectare pour l'arachide contre 751 l'année passée. Pour le niébé, 684 kg à l'hectare contre 578 en 2015. Des résultats positifs dus en grande partie aux nombreux efforts consentis par le gouvernement qui a mis à la disposition des paysans un quota de 3281 tonnes d'arachide et 2627 tonnes de niébé, en plus de 25 tracteurs et autres accessoires. Mais de l'avis des techniciens de la Direction régionale du développement rural, Louga pouvait faire mieux. Si l'arachide n'a pas atteint la maturité physiologique dans certains départements, c'est à cause de l'arrêt brutal des pluies dans la seconde décade du mois de septembre. Sur les 22 postes suivis, 4 ont enregistré un déficit en moyenne de 70 à 80 mm. Avec plus de 26 jours de pluie, Gassane, dans le département de Linguère, a enregistré la plus grande hauteur de pluie avec un total de 551 mm. Les attaques de pluie seront survenues au lendemain de cette importante pause pluviométrique le 21 septembre dernier ont engendré plus de 70% de pertes de production, surtout pour le niébé. Aujourd'hui, le principal souci des producteurs de la région, c'est l'écoulement des produits. Cela d'autant plus que l'État tarde encore à fixer le prix de l'arachide afin de leur permettre de se lancer dans la campagne de commercialisation. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga, RTS. Actualisation des documents de planification. La commune rurale de Djegoun dans le département de Bignona s'approprie l'expertise du PPDC, le projet pôle de développement de la Casamance. Objectif, mettre à jour les besoins de la collectivité, valider le bilan diagnostique. Mariama Bangoura. Dans le but d'assurer une planification de l'occupation de leur espace communal, une coordination spatiale du développement économique et social durable, les collectivités locales doivent recourir à la mise en œuvre d'un schéma directeur d'aménagement du territoire. Ainsi, pour une meilleure réalisation, le projet pôle de développement de la Casamance vient appuyer les communes. Youssouf Badji, coordonnateur. On s'est rendu compte qu'il y avait lieu de faire quelque chose avec la réactualisation du plan de développement communal. Voir dans quelle mesure on peut conduire une action d'engagement citoyen, à mobiliser les populations, de voir comment fédérer nos actions autour des besoins identifiés en priorité par les populations, aussi bien à court, à moyen et à long terme. L'autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet de Tendouk, se réjouit des réalisations du PPDC et exhorte la municipalité et l'ensemble des populations de s'engager à la réussite de ce projet Barambay. Aujourd'hui, on voit que sur le volet renforcement des documents de planification, il y a eu des réalisations. Nous ne pouvons que nous réjouir, mais aussi alerter la collectivité et la communauté sur la nécessité de s'approprier de ces projets, de s'engager à faire en sorte que cette politique de l'État qui vise à développer les collectivités puisse avoir bon écho. Djegoun est la première commune choisie dans toute la Casamance sur 9 pour piloter ce projet. C'est donc un défi à relever selon le maire Elhadj Sonko. Un sentiment de grande satisfaction mais aussi d'anxiété. Satisfaction parce que ce sont 9 collectivités qui vont être choisies au sein de la région naturelle de la Casamance. Anxieux parce que de nous dépendra essentiellement de la réussite et de la pérennisation du projet. La commune de Djegoun est bien partie pour la phase pilote de ce projet de développement. Pour un financement de 1 milliard de nos francs, les résultats attendus sont entre autres la précision sur le partage des ressources avec d'autres communes et les enjeux d'intercommunalité. RTS Ziguinchor, Mariama Bangoura. Des infrastructures de jeunesse seront construites en 2019 à Bandafassi, une commune située à 15 km de Kédougou. La municipalité qui en a fait l'annonce a déjà réalisé des infrastructures sanitaires et éducatives malgré ses maigres ressources. Pamaron Dembélé. La commune de Bandafassi dans le département de Kédougou avec une superficie de 3289 km² est la localité la plus vaste et la plus peuplée de la région. Depuis son érection en commune, les responsables avec le pot de moyens de la collectivité locale ont pu effectuer des réalisations dans le secteur de l'éducation. Mamadou Yoruba, maire de la commune. On a pu construire une CTP, celle qui est à Bandafassi. Nous avons lancé le marché qui a été même dépouillé tout. Par rapport à la case de tout petit de Tchabédi, l'entrepreneur va démarrer incessamment les travaux et nous avons pu
pu réhabiliter d'autres et nous avons pu construire encore 2 salles de classe pour l'école élémentaire, des accompagnements par rapport aux fournitures scolaires. En plus des infrastructures réalisées au niveau de l'éducation, la collectivité locale accompagne selon ses moyens le secteur de la santé. Mamadou Yeroba. Nous avons pu achever ces ouvrages-là, tels que la case de santé de Landé. Nous avons pu construire d'autres cases de santé et les équiper vraiment avec des partenaires tels que World Vision. Je peux dire aujourd'hui l'ensemble des cases de santé qui sont dans la commune de Bandafassi ont été équipées et dotées de médicaments. Cette commune, située à 15 km environ de celle de Kédougou, pourrait être un pôle de développement de la région si toutefois ces ressources sont exploitées, notamment le marbre de Ibel. Malgré le manque de sources de recettes, le maire et son équipe comptent réaliser des infrastructures de jeunesse d'ici 2019. Mamadou Yeroba. Avant la fin de notre mandat, que la jeunesse puisse avoir d'abord un terrain multifonctionnel et qu'il puisse avoir encore un centre où les jeunes pourront se réunir, discuter les questions de la jeunesse. En plus de ces projets, la commune va aussi initier des journées culturelles pour vendre la destination Bandafassi à Kédougou. Fama Khandambele pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Amnesty International accuse l'armée nigériane d'exactions au Biafra dans un rapport publié hier soir. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme a accusé les forces de sécurité du Nigeria, notamment l'armée, d'avoir tué au moins 150 manifestants entre août 2015 et août 2016. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement attendus dans la capitale malgache. Ces chefs d'État et de gouvernement vont prendre part au 16e sommet de la francophonie. Madagascar a ainsi tenu le pari de l'organisation et promet un beau spectacle. Envoyé spécial Yolande Ndiaye. Le travail ne fait que commencer avec les réunions du Conseil permanent et de la conférence ministérielle francophone. Le 26 novembre, jour de l'ouverture du sommet, le délégué général à l'organisation réserve un spectacle son et lumière aux hôtes du président malgache, Mami Ratsaobeli. On va combiner spectacle et participation ou intervention des orateurs. Il va y avoir également aussi des séquences artistiques et spectacles. Ce que je peux vous dire, ça va être un très très beau spectacle. Il n'est jamais facile d'organiser un événement pareil, mais Madagascar a tenu à se parer de ses plus beaux atours pour recevoir ses hôtes. Lorsque on organise un sommet de ce genre, surtout donc dans le cadre de la francophonie, le pays se prend en charge. Donc, quand je dis 7 millions d'euros, c'est le budget propre accordé par l'Assemblée nationale, voté en loi des finances de Madagascar, budget du pays, exclusivement. Toutes ces infrastructures vont à l'avenir améliorer les conditions de vie des populations malgaches. Le délégué général à l'organisation, Mami Ratsaobeli. Voilà que se présentent 79 opportunités de converser et de commercer avec des pays avec qui on n'a pas eu l'habitude de travailler. L'axe Tananarive, j'allais dire Europe, a été longtemps privilégié. Maintenant, nous avons la possibilité d'agrandir notre espace de conversation, de commercialisation et même de création d'opportunités d'affaires sur Madagascar avec un espace beaucoup plus large. En Tananarive, Madagascar, Yolande Ndiaye pour Radio Sénégal. 13h18, les sports, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Guetouba. L'US Mboro confirme sa participation au championnat national de basketball, première division. Les soucis financiers du club promu en National 1 masculin cette saison sont réglés. La municipalité et des partenaires comme les industries chimiques du Sénégal se sont engagés à accompagner l'équipe. Bassirou Lo, le président de l'Union sportive de Mboro, nous en dit plus. Effectivement, je confirme. À l'intention vraiment de nombreux supporters à Dakar et dans la commune, effectivement, nous confirmons notre engagement à compétir au niveau de la première division cette année. Qu'est-ce qui explique ce revirement? C'était un blocage entre l'équipe et la commune. Le budget qu'on attendait de la municipalité n'a pas été bouclé. Et devant cette peur de s'engager sans pouvoir remplir les minimums. Mais depuis lors, la municipalité est revenue à de meilleurs sentiments. Nous aussi, on est revenus à de meilleurs sentiments et d'autres partenaires comme les industries du Sénégal sont décidés à s'accompagner. Et votre budget pour la saison de National 1, ça s'élève à combien à peu près? C'est un modeste budget, on n'a pas des ambitions démesurées. On avait mis juste un budget qui nous permettra de fonctionner et de gérer l'année, c'est-à-dire un budget qui s'élève à 10 210 000 francs. Est-ce que maintenant vous avez des garanties sûres? On n'a pas les 10 millions en caisse aujourd'hui au moment où je vous parle,
mais nous avons des engagements fermes de la municipalité. Nous avons aujourd'hui la certitude que les industries chimiques du Sénégal qui ont déjà commencé la mise en œuvre de notre SAP s'est engagé également à nous faire un chèque pour nous accompagner. D'autres partenaires ont promis de réagir. Je pense qu'au terme de la saison, au 31 août prochain, nous évaluerons si nous avons bouclé le budget. Voilà, c'était Bassirou Lo, le président de l'Union sportive de Mboro. Rappelons que pour la première journée de National 1 masculin, l'Union sportive de Mboro se déplace à Dakar pour croiser Dakar University Club samedi à Marius Ndiaye. La saison 2016-2017 de basketball démarre ainsi ce samedi 26 novembre. Des rencontres non-stop de 12h à 21h sont prévues à Marius Ndiaye pour le coup d'envoi. Chez les garçons, l'AS Douane, championne en titre, croise son frère d'armes Asfa. Chez les dames, Duc, champion en titre, affronte l'AS Bop. Le lendemain dimanche, les régions prennent le relais. Handball féminin, les Lions du Sénégal poursuivent leur préparation à la CAN prévue dans quelques jours en Angola. Les protégés de Frédéric Bougeant mettent les bouchées doubles en France avec des matchs amicaux de préparation. Elles participent d'ailleurs au tournoi international de Stella, les Sénégalaises vainqueurs de l'équipe de France junior. C'était hier, joue la finale cet après-midi contre l'équipe locale. Le départ pour Luanda est prévu samedi. Le Sénégal joue son premier match de la CAN le 28 novembre contre la République démocratique du Congo. Ses autres adversaires du groupe A sont l'Angola, pays organisateur, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, on retrouve la Guinée, l'Algérie, le Congo et la Tunisie détentrices du trophée. La CAN de handball féminin 22e édition, c'est du 28 novembre au 7 décembre à Luanda en Angola. En football, la Linguère de Saint-Louis a un nouvel entraîneur étranger. Il s'agit du Portugais Victor Salvador qui succède à l'Algérien Dilali Bahloul, un nouveau technicien étranger expérimenté selon le président de la Linguère de Saint-Louis. C'est le docteur Ahmadou Dia que nous avons joint au téléphone il y a quelques minutes. Victor Salvador, attendu samedi à Dakar, fut entraîneur dans les championnats nationaux élites du Nigeria et du Cameroun. Les termes du contrat seront connus dès son arrivée, mais en attendant, la Linguère de Saint-Louis est toujours en difficulté dans la Ligue 1. Les Samba-Linguères sont bons derniers après 3 journées de championnat. Ils se déplacent dimanche à Dakar pour croiser Niaritel 3e. C'est pour la 4e journée. En Europe, l'Anglais Steven Gerrard prend sa retraite sportive. Celui qui fut longtemps capitaine et légende de Liverpool a officiellement fait l'annonce ce matin. Gerrard met un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 36 ans. International à 114 reprises de 2000 à 2014. Il a marqué 21 buts avec l'Angleterre, avec laquelle il n'a pas réussi à atteindre le dernier carré d'une grande compétition. En club, le leader et âme de Liverpool durant l'essentiel de sa carrière a remporté la Ligue des Champions en 2005, la Coupe UEFA en 2001. Gerrard n'a jamais parvenu à remporter le championnat d'Angleterre avec les Reds. C'est tout pour les sports. Rouguetouba. Merci Benoît Badiane. L'invité de ce journal est le DAPSA, le directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles, le docteur Ibrahima Mendy. Il revient sur le rôle de ces services et sur l'importance des statistiques dans la formulation des politiques agricoles. Awa Cissé a interrogé le DAPSA. Je suis Dr Ibrahima Mendy, directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Comment travaille la direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles? Nous avons comme mission de la formulation des politiques agricoles, du suivi de la cohérence et de l'évaluation de ces politiques. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous coordonnons l'élaboration de la revue conjointe du secteur agricole. L'autre mission majeure, c'est la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques agricoles. Et il faut noter que nous sommes la structure habilitée à communiquer sur les statistiques agricoles au Sénégal. Concrètement, comment se passe la remontée des données? Pour la remontée des données, il faut noter que depuis 2012, il y a quand même une amélioration du traitement pour aller beaucoup plus facile, plus rapidement avec l'utilisation des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nous disposons d'une base de données informatisée à la DAPS, connectée à des smartphones, et nos enquêteurs nous envoient directement les données collectées via Internet sur notre base de données, sur notre serveur, que nous faisons l'extraction à partir de Excel et SPSS pour faire le traitement. Donc ça, c'est ce que nous faisons pour la remontée de données. Quels sont les facteurs clés sur lesquels vous vous basez pour la production de statistiques fiables? Le plus important, c'est la méthodologie. Il faut d'abord une méthodologie solide qui vous permet de limiter les biais. Or, notre méthodologie est reconnue de tout le monde. C'est une méthodologie que pratiquement tous les pays
de la sous-région utilisent. Je tiens à rappeler que dans le cas des statistiques agricoles, c'est le secteur le plus intégré dans la sous-région parce que nous sommes dans une union gérée par le SILS. Le SILS, c'est le bras technique en termes d'information, de système d'information de la CEDEAO. Et ils ont, au sein du SILS, on a ce qu'on appelle Agrimet. Agrimet, c'est un centre international reconnu qui excelle dans l'utilisation de l'imagerie satellitaire. Donc, une fois on a collecté, la mission du SILS se passe au Sénégal, passe dans tous les pays, et on essaie de passer à revue tout ce qu'on a eu à faire. En termes de collecte, nous passons à revue la méthodologie, nous passons à revue le traitement, la façon dont on a traité les données. Et le plus important, nous essayons de comparer. En venant, ils viennent avec des données issues du satellite. Nous avons nos données de terrain. On essaie de comparer les données jusqu'à avoir un point d'entente. Et au sorti de la mission, on a vraiment une idée sur les résultats définitifs ou bien les prévisions. Avez-vous une idée de la production de cette année? On a pratiquement terminé. Pour ça, il y a d'abord des canaux de publication des données que nous respectons. Nous laissons ces canaux, c'est à ces canaux d'annoncer les résultats. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à l'année dernière? Oui, l'année dernière, on a publié les données. Par exemple, si on prend le riz, à la valeur définitive, on est plus de 906 000 tonnes de riz. L'arachide, on était à 1,05 million de tonnes. Merci beaucoup, Ibrahim Mendy. Cissé qui s'entretenait avec le directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles, le docteur Ibrahim Mendy. Tout de suite, la revue de presse est avec Aaron Ayouf. Recrudescence de la criminalité, les mesures choc de Macky Sall dans la presse, en tout cas face aux nombreux meurtres. Macky Sall écrit le Témoin quotidien à sa une sort la matraque et invite son gouvernement renchéri le Soleil à sécuriser davantage les populations. Ce que mes confrères du quotidien appellent la grande offensive du chef de l'État. Et oui, parce qu'au lendemain de l'assassinat crapuleux de Madame Fatoumata Makhtar Ndiaye, rappelle le journal, Macky Sall avait promis plusieurs mesures lors du prochain Conseil des ministres. Hier donc, lors de cette réunion hebdomadaire, il a échafaudé plusieurs stratégies selon le journal pour réduire la criminalité. Enfin, s'exclame le populaire. Le chef de l'État solennellement se félicite, mon confrère, poser le problème des crimes crapuleux comme il les a si bien nommés sur la table du Conseil des ministres hier. Il a dit les choses comme elles sont, poursuit Samba Allar, est décidé d'une batterie de mesures pour venir à bout de cette spirale qui peut mener loin, prévient mon confrère biétiste, pour qui à force de petites tueries sauvages comme ça, les populations vont finir par se faire justice elles-mêmes. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Une justice populaire comme l'explique Mame Biram Wathie de Walf Quotidien. Mon confrère, alors, dans son décryptage du jour, note qu'en attendant la matérialisation de cette promesse présidentielle, en tout cas, les populations s'organisent, oui, parce que dans de nombreux quartiers de Dakar, des groupes, selon Walf, se substituent à la force publique pour prendre en charge la sécurité des lieux et décider du sort des contrevenants. Et puis la presse s'interroge aujourd'hui sur l'efficacité de l'opposition sénégalaise. Et la question que se posent mes confrères de Direct Info est celle-ci: le Sénégal a-t-il son opposition? Parce qu'à moins de 8 mois des législatives de 2017, l'opposition semble traîner le pas, constate Mademba Hamatadia, et paraît amorphe dans ses réactions. Du coup, le chef de file de l'APR et chef de l'État n'a pas besoin, selon Walf Quotidien, de pratiquer la politique du diviser pour régner, parce qu'il a déjà en face de lui une opposition déjà morcelée en deux camps. D'un côté, les radicaux de la coalition Manko Wattu Sénégal, et de l'autre, les modérés regroupés sous la bannière de l'entente des forces de l'opposition FOP. Une division de l'opposition sénégalaise selon Daoudiaou de Direct Info, qui semble traverser une phase délicate dans son évolution face à un pouvoir qui n'est pas tendre avec elle. Alors, réussira-t-elle à se défaire de cet étau qui l'étreint? Là est la question conclue
mon confrère. 13h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Tragique accident ce matin au croisement Ndiassane sur la route de Tivavone. Bilan 3 morts et 3 blessés graves. 2 véhicules particuliers sont entrés en collision. Le Sénégal est bien outillé pour faire face au phénomène de la criminalité. C'est l'avis du colonel à la retraite d'Ibril Ba. L'ancien commandant en second de la gendarmerie recommande une mutualisation des forces police-gendarmerie. L'ouverture officielle de la 25e foire internationale de Dakar cet après-midi au CICES. Une quarantaine de pays participent à la FIDAK 2016. Merci à l'équipe de ce Trésor, à la réalisation Papa Malik Ndao et André-Noël Chandoum, à la technique RSI Amadou Ndiaye, National Masek Gassama, CDM Sedina Sow. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.